Je reçois Luc Berry, le secrétaire général de l'UNSA. Bonjour Luc. Bonjour. Merci de cette fidélité, de cette présence à toutes les éditions de Salon CE. On ne sait jamais que trop remercier nos invités de marque qui viennent sur ce salon. Et là aujourd'hui, on est en plein dans l'actu. Je voulais, comme je l'ai fait à Éric Aubin, à Marie-Françoise Leflon ou à Philippe Louis, vous demander votre sentiment sur les propositions de M. Gattaz pour créer 1 million d'emplois. Alors les propositions du MEDEF, peut-être pas seulement de M. Gattaz, ça fait partie des choses qu'il va falloir éclaircir. En tout cas, j'ai le sentiment d'assister, sous réserve que ces propositions soient totalement reprises, puisque pour le moment, ce n'est qu'un document, si j'ai bien compris, qui devrait être confirmé éventuellement ou pas la semaine prochaine. Oui, il a dit qu'il allait le réécrire. Voilà, donc moi je juge toujours sur pièce, mais en tout cas de ce que j'ai vu qui a transparu dans la presse, notamment dans les Échos, je crois que ces propositions-là s'assimilent à une véritable provocation. Il y a un enchaînement de mesures qui sont proposées, qui sont des mesures qui non seulement nuiraient aux salariés, mais c'est un aspect sur lequel le MEDEF s'interrogerait, nuirait aussi aux entreprises. Quand on parle de la régulation de l'organisation du travail, on parle évidemment de questions qui concernent les salariés, mais on parle aussi d'éléments de régulation du marché. Et j'ai vu que le MEDEF avait assorti ses propositions d'un comptage des emplois qui seraient censés être créés par ces mesures. Je suppose que l'objectif est d'atteindre le fameux million, qui est le PIN qu'arbore régulièrement M. Gattaz. Je regrette qu'il n'y ait pas aussi une colonne sur les emplois qui vont être détruits par ces mesures. J'ai vu par exemple la généralisation du travail du dimanche et du travail en soirée dans le secteur du commerce. Ça veut dire très concrètement, si on le généralise, la destruction de milliers d'entreprises de ce secteur, de petites entreprises et des emplois qui vont avec. Donc je crois que le MEDEF serait bien inspiré de réfléchir, mais visiblement il s'est donné une semaine pour le faire, pour savoir où exactement il met les pieds. Parce que ce ne sont pas simplement des propositions qui sont des propositions entre guillemets économiques. En fait, derrière l'ensemble des mesures qui sont évoquées là, on touche finalement à un fonctionnement de société. C'est donc un projet politique. Est-ce que le MEDEF a décidé de sortir du rôle qui est celui des partenaires sociaux et de rentrer carrément sur le terrain politique? Je ne sais pas si la décision est prise, mais en tout cas, s'il confirmait ces propositions dans leur ensemble, on aurait effectivement un déplacement du rôle du MEDEF sur un terrain qui n'est pas celui des partenaires sociaux. Alors, je retiens une réflexion, ils sont allés un peu vite. Est-ce que ça veut dire qu'une organisation de la taille du MEDEF peut se permettre d'aller un peu vite et de ne pas bien peaufiner ses dossiers avant de les sortir? Je crois que ça illustre aussi peut-être la façon dont fonctionne le MEDEF. C'est un secret pour personne. Le MEDEF a des débats internes. Il y a différentes options qui sont portées par des personnes, mais aussi par des fédérations, par des organisations de branches, d'entreprises, avec parfois des cultures différentes, mais aussi des approches qui sont différentes. Et je m'étonne en tout cas de la précipitation avec laquelle ce document est sorti. Est-ce que c'est un coup de force et une façon peut-être de régler certains débats internes? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse du côté des salariés, c'est de dire combien l'ensemble des propositions qui sont proposées là sont dangereuses et combien elles aboutiraient avec une hyper-libéralisation finalement à mettre en place un mécanisme qui, loin de créer les emplois qu'on nous annonce, en détruirait une bonne partie et qui, de surcroît, et j'insiste sur ce sujet-là, bouleverserait totalement l'organisation de la société française. J'ai posé la question à Philippe Louis tout à l'heure, je lui ai dit, j'ai bien entendu le communiqué de presse de la CFTC, mais est-ce qu'au-delà du communiqué de presse, le président de la CFTC a pris son téléphone et a appelé le président du MEDEF? Il m'a dit oui, et je lui ai expliqué ma façon de penser. Est-ce que le secrétaire général de l'UNSA a fait de même? Non, je n'ai pas ce type de relation avec le MEDEF. Avec l'UNSAN n'est pas une organisation représentative au niveau national interprofessionnel. Donc il m'arrive de rencontrer M. Gattaz et de le croiser, mais je n'ai pas le même type de relation qu'ont les organisations représentatives au niveau national interprofessionnel. Par contre, j'ai déjà émis un certain nombre de messages qui vont exactement dans ce sens-là. Le MEDEF est libre d'avoir des positions. Je ne m'étonne pas que c'est une organisation patronale, il y ait des revendications. D'ailleurs, certaines des propositions sont des très vieilles lunes qu'on nous ressort. Je pense à l'idée de faire sauter, non pas les 35 heures, ça a beaucoup buzzé cette question-là, mais faire sauter le principe même d'une référence légale nationale en matière de temps du travail. C'est pas tout neuf, on avait déjà entendu ça sous la précédente législature. C'est bien pour les ça que j'appelle 35 ça heures, une on vieille n'en parle lune. plus. C'est bien pour ça que j'appelle une vieille lune. Et ce n'est pas les 35 heures. C'est le principe même
d'une durée légale nationale du temps de travail qui serait établie, qui serait une référence nationale. Derrière, c'est cette vieille idée qu'a le MEDEF, ou toute une fraction du MEDEF en tout cas, qui consiste à dire que les conditions de travail, c'est dans l'entreprise que ça se fixe, les horaires de travail sans référence à une quelconque norme, c'est au niveau de l'entreprise que ça se fixe. Les salaires, c'est au niveau de l'entreprise que ça se fixe. Vous avez peut-être vu qu'il y a dans ces propositions une remise en cause du principe même du SMIC, avec des espèces de sous-SMIC, etc., etc. On retrouve au fond une philosophie qui est une philosophie dans laquelle tout est finalement embringué dans une espèce de jungle sociale et économique. Et on oublie de dire que le propre de la jungle, c'est qu'il y a la loi de la jungle. Et la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort et malheur au plus faible. Il ne remet pas en cause le SMIC, il dit juste, nous, on va les payer moins cher et c'est l'État qui va compléter. Oui, alors c'est plus subtil, effectivement, c'est plus subtil. Il n'empêche que sur le fond, ça remet en cause une question fondamentale qui est même la nature du contrat de travail. Dans la nature du contrat de travail qui régule justement le rapport entre le salarié et l'employeur, il y a évidemment la rémunération. Bon. Et nous pensons, et qu'il faut un peu regarder peut-être au-delà des frontières, le MEDEF cite souvent en exemple ce qui se passe au niveau européen, mais regardons un peu un exemple très concret de à quoi on peut arriver quand on a une dérégulation complète. Prenons le secteur des abattoirs et de l'agroalimentaire, français et européen qui a été totalement percuté avec à la clé des fermetures entières d'entreprises, notamment dans le domaine des abattoirs, à cause justement d'une situation en Allemagne où il y avait une dérégulation complète, pas de couverture collective pour les salariés des abattoirs allemands et pas de salaire minimum. Et c'est justement ce que la nouvelle majorité en Allemagne, le nouveau gouvernement de coalition, dans les négociations qui ont eu lieu, a mis en place le principe d'un salaire minimum qui va permettre de réguler les choses. Soit c'est le low cost, soit c'est la loi de la jungle. Et à ce moment-là, il y aura des vainqueurs. Mais il y aura aussi beaucoup de vaincus, y compris dans les entreprises. Soit on considère que les salariés ont des droits, que c'est aussi l'intérêt de l'entreprise de comprendre que ces droits lui profitent. Parce que des salariés qui sont motivés, qui sont correctement traités, c'est aussi des salariés qui sont plus efficaces au service de l'entreprise. Alors on entend que, évidemment, toutes ces dispositions vont être prises dans le cadre d'un dialogue social, y compris dans l'entreprise. Et en même temps, le ministre nous dit on va geler les seuils à 11 et à 50. Comment on peut avoir un dialogue social dans l'ensemble des entreprises si on supprime les interlocuteurs ? C'est exactement le problème, c'est-à-dire qu'il faut du dialogue social dans l'entreprise, il en faut plus qu'il n'y en a aujourd'hui, mais il faut du dialogue social qui soit encadré et qu'on n'oublie jamais quand même que la réalité quand même du dialogue social en France aujourd'hui, et c'est bien pour ça qu'il faut qu'il se modifie, c'est qu'il est encore marqué par trop d'inégalités. Nous ne sommes pas dans un rapport d'égalité dans les entreprises entre les salariés et les employeurs. Je rappelle quand même que le contrat de travail n'est pas un contrat d'égalité, mais ça reste un rapport de subordination. Et il faut donc contrecarrer cette situation avec un dialogue social qui permette de jeter les bases, justement, d'un rapport qui soit moins inégalitaire. Mais si on ramène la situation à chaque entreprise, on ramène la situation à beaucoup d'inégalités tout simplement de conception, de capacité à avancer ou pas. La petite entreprise de 3 salariés et celle de 300 000 salariés a évidemment des relations sociales qui sont totalement différentes, des moyens d'y répondre, des objectifs totalement différents. Et derrière l'idée que le dialogue social devrait être cantonné aux seules entreprises, c'est ça l'idée du MEDEF, et que tout ce qui est branche, tout ce qui est national interprofessionnel devrait avoir la portion complètement congrue, on a cette idée au fond qu'il faut rentrer dans cette espèce de jungle que j'évoquais, où chacun aura, en fonction des rapports de force qu'il pourra créer peut-être, mais surtout en fonction de situations totalement inégalitaires. Alors là, je vais vous poser la même question que je posais précédemment à Éric Aubin. On a aujourd'hui des mouvements un peu isolés, les professions réglementées d'un côté, les huissiers, etc. On a les pilotes de ligne de l'autre. On a un mécontentement grandissant parce que les Français ont reçu leur fiche de paye. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas encore plus de monde dans la rue, comme un mouvement d'ampleur qu'on avait connu au moment des retraites en 2009 ? Je crois que quand on regarde aujourd'hui, il y a beaucoup de diversité dans ce qui vient d'être décrit. Il y a d'un côté des professions libérales qui réagissent parfois sur des revendications de corporations qui peuvent avoir des implications. Dans les professions libérales, il y a des salariés qui travaillent dans les cabinets des avocats, des architectes, des huissiers, etc., etc. Donc nous sommes intéressés syndicalement, bien sûr, sur le contre-coup. Mais on voit bien que là, on a d'un côté des revendications corporatives, qui sont parfois un peu corporatistes d'ailleurs. On sent bien que derrière des mouvements de pilotes de ligne, il y a aussi des questions qui peuvent se poser.
et que les pilotes de ligne ne pensent pas toujours aussi aux revendications de celles et ceux qui sont indispensables pour faire voler un avion, par exemple les personnels navigants de cabine. Donc on sent tous ces éléments-là. Et puis derrière tout ça, il y a aussi la masse des salariés qui n'ont pas d'intérêt très personnel et corporatiste à faire jouer, qui s'interrogent sur une situation très difficile. Il y a à la fois cette conscience du blocage de l'activité économique française, il y a cette conscience de la menace terrible du chômage, et puis il y a cette volonté d'avancer et de voir surtout le bout du tunnel. Et c'est ce bout du tunnel qu'on ne voit pas aujourd'hui. C'est pour ça que je pense qu'on a une situation très composite, on a du mécontentement, on a beaucoup d'angoisse, on a de la souffrance sociale aussi, et puis parfois on a des choses qui émergent dans des mouvements de révolte qui sont des révoltes ou de lutte qui sont des luttes solidaires, et puis parfois aussi des mouvements qui sont plus des mouvements corporatistes. On en a vu sur d'autres sujets, les bonnets rouges, etc., qui ne sont pas la tasse de thé du syndicalisme parce qu'ils ne posent pas nécessairement les questions en termes solidaires. Et je pense que c'est toute la société qu'il faut faire avancer, pas simplement une corporation et surtout une corporation contre une autre. Donc très peu de chances de voir tout le monde en même temps dans la rue. Aujourd'hui, on verra bien, mais je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation. Après, les choses peuvent évoluer très vite. Nous sommes en France. Il peut y avoir aussi à un moment donné le fait que le poids qui est sur les épaules de tout le monde va peut-être se transformer en révolte plus construite, mais aucune organisation syndicale un peu sérieuse aujourd'hui n'est en capacité de dire qu'il suffirait d'appuyer sur un bouton pour que aussitôt les gens aillent dans la rue ou je ne sais trop quoi. On est dans une situation qui est quand même beaucoup plus compliquée. La CGT appelle à un mouvement le 16 octobre au moment de la négociation du plan rectificatif de financement de la sécurité sociale. Est-ce que ce projet de loi vous inquiète aussi ? Déjà, le projet de loi, il faudrait le connaître. Enfin, moi, je n'ai pas pour habitude au niveau de l'UNSA. Vous voyez que j'ai été prudent pour critiquer les positions du MEDEF. J'ai critiqué ce qui est visiblement un document de travail. J'ai laissé ouvert la possibilité de voir quand même ce qu'il y aurait dans le document définitif. Pour le moment, nous n'avons pas le contenu du projet précis du projet de financement de la sécurité sociale. Il y a eu des consultations des caisses d'administration, des différentes caisses de la sécurité sociale sur des aspects particuliers de ces projets. Nous n'avons pas la totalité. Donc nous, on va quand même juger sur la totalité. Après, moi, je reconnais parfaitement la CGT le droit, comme l'UNSA le fait, de prendre des initiatives. Mais le problème, si on est honnête aujourd'hui, c'est que nous sommes tous syndicats confondus, capables en général de faire éventuellement des mobilisations qui sont essentiellement des mobilisations militantes. Et c'est valeureux, il faut le faire sur un certain nombre de sujets. Mais ce dont on parlait, c'est-à-dire des mobilisations plus larges, dans lesquelles les salariés s'investissent, l'état d'esprit n'est pas encore au rendez-vous sur ce plan-là. Donc nous attendons de voir sur le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, quel sera le contenu précis. Tous les arbitrages ne sont pas encore rendus. Nous nous exprimons à ce moment-là, mais nous n'avons pas pour habitude, nous, de fixer d'abord le principe d'une action, d'en fixer la date, d'en fixer le contenu, d'en fixer la forme, et puis de le proposer aux autres. Il faut mieux, je pense, c'est plus sain, confronter nos analyses sur le texte quand on l'aura, discuter, et ça c'est très positif, entre organisations syndicales, de nos analyses respectives, de nos débats internes aussi, de nos capacités de mobilisation, et construire quelque chose. Alors, constructif, dans l'attente, wait and see pour l'UNSA, la sagesse de Luc Beryl le sage. Merci Luc d'être venu encore une fois et de nous accorder ce temps. Et merci. puis on se dit au semestre prochain. Sans aucun doute. Merci. Et allez au salon des CE. Merci.